Toujours depuis le Midsommar du patrimoine organisé par la CNCGP, nous parlons à présent gestion active avec les équipes de BDL Capital Management et son directeur général à mes côtés, Bertrand Merveille. Bonjour Bertrand. Bonjour Grégoire. Merci beaucoup de répondre à quelques questions. Oui, on va parler gestion active parce que vous faites partie des contributeurs des 7 sociétés de gestion indépendantes qui ont contribué à la publication de ce livre blanc sur la gestion active. Mais avant ça, un mot des 6 premiers mois de l'année en termes de dynamique, de business pour la société BDL Capital Management, Bertrand. Merci de nous accueillir et puis d'avoir effectivement cette possibilité de faire un point à mi-année. On est presque à la fin du mois de juin là. On va pouvoir prendre quelques jours de vacances peut-être. Peut-être. Un premier semestre très intense, un peu dans la continuité de l'année dernière. On avait fait une très belle année en 2025 chez BDL Capital Management avec un combo performance et collecte qui était au beau fixe. Ouais. Et donc dans la continuité en fait de cette belle année 2025, on a fait un premier semestre vraiment positif. Je peux le dire, on va battre des records de collecte évidemment au cours de ce premier semestre, avec plus de 600 millions de collecte nettes. Collecte nette. Et une très belle dynamique avec nos partenaires conseillers en gestion de patrimoine. Donc c'est sûr qu'être là aujourd'hui, ça va être l'occasion de faire un point avec eux. Et puis côté perf, des perfs plutôt positives sur l'ensemble de la gamme. Depuis quelques mois, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, les marchés sont complètement disloqués, donc c'est difficile de naviguer. On s'en sort pas trop mal, en particulier sur BDL Rempart qui va terminer le premier semestre sur une belle note. Quel fonds long short de la maison, c'est ça? Tout à fait, c'est le fonds long short. Ouais. Et j'en parle parce que c'est vraiment celui... Pour naviguer dans ce genre de marché, dans ce type de schéma de marché, c'est un véhicule intéressant. Aujourd'hui, nos partenaires, CGP, les banquiers privés trouvent chez BDL Rempart une bonne source de diversification. On parle beaucoup de performance absolue avec nos partenaires, avec leurs clients. Et je pense que BDL Rempart, avec 21 ans de track record, a montré que c'était un fonds capable de s'adapter aux environnements, on va dire, difficiles. Au-delà de la dynamique des 6 premiers mois de l'année, dans le sillage de 2025, en 2 ans, les encours ont doublé chez BDL Capital Management. Bertrand, c'est quoi le retour d'expérience que vous faites? Qu'est-ce qui permet de doubler les encours comme ça à un peu plus de 4 milliards aujourd'hui? Exactement. C'est ça. Qu'est-ce qui permet ce doublement des encours sur une période aussi courte quand même, il faut le dire? Je pense qu'il y a la marque BDL qui s'est installée en France comme une marque d'asset management, de gestion active, de spécialiste des actions. Ça, je pense qu'on bénéficie quand même de tout ce travail historique fait par les équipes, par Hugues Bezelin en particulier. Je pense qu'il y a aussi l'originalité, la singularité de notre gestion. On y reviendra. La vraie gestion active, telle qu'on l'a fait, je pense qu'elle trouve quand même preneur. Il y a toujours une demande pour ça. Il y a une forte demande et en tout cas, je le ressens moi comme ça. Et puis, je crois qu'aujourd'hui, avoir un fonds comme BDL Rempart, un fonds long short equity, capable d'apporter de la diversification, de la décorrélation, je crois qu'il y a vraiment un appétit pour ce type de solution aujourd'hui. Et puis, il y a sans doute, je crois, il faut rendre hommage à toute l'équipe commerciale de BDL. J'en profite, parce que c'est vrai qu'on a une équipe commerciale qui parcourt la France et le monde. Et je crois que cette proximité qu'on sait nouer avec nos clients et nos partenaires, je crois que c'est aussi un élément clé de notre réussite depuis 2 ans. Un effort dans le temps, persistant qui porte ses fruits effectivement ces dernières années. Bertrand, parlons évidemment de gestion active. Je le disais rapidement, vous faites partie des 7 sociétés de gestion indépendantes qui ont contribué à la publication de ce livre blanc, qui est une étude quantitative, alors sérieuse évidemment, mais qui apporte une documentation quantitative sur la gestion active et qu'est-ce qu'une véritable gestion active, au sens qu'est-ce qu'une gestion active qui permet d'espérer une surperformance par rapport à une gestion strictement passive. Donc, il y a Carmignac, Siam, Edram, Iveo Capital Partners. Comme Geste. Et comme Geste, voilà, je crois que je les ai toutes citées. Comment vous vous retrouvez? Mais bien sûr, comment vous vous retrouvez dans ce projet, Bertrand? Et maintenant que ce livre blanc a été publié, il est accessible sur le site de toutes les sociétés de gestion qu'on a citées. Quelle est l'étape suivante? Alors, déjà, je pense qu'il faut saluer l'effort de cette société de gestion, de cet associé, d'avoir travaillé ensemble. Alors, ça n'a pas été un gros effort. Il a fallu un peu articuler, on va dire, les travaux. Et il faut rendre hommage à mes 6 confrères parce que ça a été formidable. Et je pense que ça montre aussi la capacité des sociétés de gestion. Là, en l'occurrence, c'est que des sociétés de gestion indépendantes. Mais d'une manière générale, des sociétés de gestion à travailler ensemble. Donc moi, je pense qu'il faut déjà saluer ce travail. Alors, l'idée de ce rapport, et après je répondrai à votre question sur la suite, c'était de contribuer un peu au débat sur la gestion active et son utilité, son intérêt.
Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une petite musique de fond qui s'est installée et qui laisse entendre que la gestion active ne fait pas bien son travail, les performances ne sont pas au rendez-vous, et on va dire avec un raccourci qui amène à finalement dire la gestion passive c'est plus simple, c'est moins cher et c'est ce qu'il faut pour les clients. Nous, on n'est pas dans ce débat de confronter les deux. Non. On essaye d'apporter justement cette pierre à l'édifice pour donner une définition peut-être plus claire de la gestion active. Ce qu'on dit, c'est qu'il n'y a pas la gestion passive d'un côté et une autre gestion de l'autre qui s'appellerait la gestion active. Nous, on pense que tout ce qui n'est pas passif n'est pas forcément actif. Il y a une partie de la gestion dite active qui, de notre point de vue, est sans doute un peu trop benchmarkée et a un peu tendance à prendre les codes de la gestion passive. Et quelque part, quand on mélange un peu cette gestion-là avec la véritable gestion active, nous, on dit que ça a un peu tendance à mélanger des choux et des carottes, donc on ne peut pas en tirer des bonnes conclusions. C'est ça qui est particulièrement intéressant dans ce rapport et cette étude quantitative, c'est que pour moi, ça ouvre un débat avant tout au sein de la gestion active et de la gestion de conviction. Qui est vraiment actif, qui porte vraiment des convictions et qui se retrouve plutôt à être une gestion semi-passive plutôt qu'une véritable gestion active. Et nous sommes conscients, avec mes confrères, que c'est une première pierre à l'édifice. Nous, on a proposé une approche basée notamment autour d'un indicateur qui s'appelle l'active share, qui permet de qualifier, on va dire, le niveau de différenciation de votre portefeuille avec son indice de référence. On est tout à fait conscient du fait que ce n'est pas une vérité absolue. Et donc, il y aura effectivement des étapes complémentaires, mais en faisant ce travail autour de l'active share, ça permet déjà effectivement de faire apparaître qu'une partie des fonds qui ont un active share élevé, c'est-à-dire au-delà de 70%, qui sont de taille assez significative et qui évoluent dans un environnement de compétition, c'est-à-dire qui sont commercialisés dans plusieurs pays en Europe, on s'aperçoit que cette petite partie finalement de la population arrive à tirer son épingle du jeu et arrive à faire de la surperformance dans le temps. Ça ne veut pas dire que, encore une fois, c'est absolument cette règle-là qu'il faut suivre. Donc, pour revenir à votre question, est-ce qu'il y aura des suites? Bien sûr qu'il y aura des suites, parce que c'est une première pierre à l'édifice, comme je disais. On appelle nos confrères à nous rejoindre, à participer au débat, en France, mais aussi en Europe. Parce qu'en réalité, le débat, il n'est pas en France. Le débat, il est en Europe et dans le monde. Et donc, il y aura sans doute des versions complémentaires. Il y aura, on l'espère, une étude académique. On cherche d'ailleurs à trouver finalement des universitaires, des professeurs pour compléter en fait nos travaux. Et puis, je pense que dans la deuxième partie de l'année, on va essayer de mobiliser un peu les forces politiques en France et en Europe pour attirer leur attention aussi sur la partie souveraineté du rapport qui n'est pas négligeable. J'allais faire le lien, évidemment, et vous le faites dans ce rapport avec l'enjeu de souveraineté. La souveraineté, si on veut que ça aille au-delà de la simple fable politique, je suis désolé pour ce terme-là, c'est avant tout un sujet de financement. Et l'argument étant de dire, de votre côté, que la gestion active, c'est la gestion qui finance réellement les entreprises européennes quand elles le décident et qui finance donc la souveraineté. Plus en tout cas que la gestion benchmarkée ou que la gestion passive qui, elle, se contente de répliquer des indices dont on sait qu'ils sont largement dominés par le poids des entreprises américaines. Ouais, vous avez raison Grégoire, et je commencerai par un point qu'il faut toujours rappeler. On a la chance en Europe d'avoir un écosystème ultra favorable au financement de notre économie et à la préservation de notre souveraineté. Parce qu'on a des banques formidables, on a des compagnies d'assurance qui permettent des enveloppes pour les épargnants, on a des sociétés de gestion et une gestion d'actifs qui est puissante en France et en Europe, et on a des réseaux de distribution très bien organisés et un énorme bassin d'épargne. Donc toutes les conditions sont réunies, il faut juste remettre les pièces du puzzle dans le bon sens. Ça, c'est un point qu'il faut sans cesse rappeler. Une fois qu'on a dit ça, effectivement, il faut qu'on arrive à motiver et à convaincre que la gestion d'actifs active peut être le trait d'union entre les épargnants, les investisseurs et nos besoins de financement et de préservation de notre souveraineté. Donc je pense qu'il faut vraiment marteler que les sociétés de gestion qui font la gestion active peuvent être ce trait d'union dont on a besoin absolument aujourd'hui. Et effectivement, le monde a changé de ce point de vue-là. On est dans un grand mouvement de rééquilibrage de l'épargne vers l'investissement, ce qui est très différent évidemment du cycle précédent et des années précédentes. Oui, c'est vrai que vous faites bien de le signaler, l'environnement a beaucoup changé. On pense évidemment à la politique américaine, mais il n'y a pas que ça. Il y a la compétition d'une manière générale avec l'ensemble des zones économiques mondiales qui s'est mise en place. Et il ne faut pas que l'Europe soit à la traîne, et elle doit se servir
de son épargne et de son industrie financière pour se sauvegarder et pourquoi pas aller de l'avant. Si je reviens à l'événement qui nous réunit aujourd'hui, dédié au monde du patrimoine et au conseil en gestion de patrimoine de la CNCGP en l'occurrence, Bertrand, comment on parle de gestion active au CGP aujourd'hui? Vous nous dites qu'il y a une demande. C'est quoi les arguments clés effectivement qui font que votre offre rencontre cette demande aujourd'hui? Moi je pense qu'il faut qu'on soit capable de démontrer qu'on a 2 piliers, voire 3 piliers indispensables pour nos amis CGP. Le premier pilier, c'est d'avoir des produits performants, résilients dans la durée. Je pense qu'on ne peut pas se permettre d'espérer de les servir au mieux avec des produits qui n'ont pas beaucoup de performance à la fin. C'est juste impossible. Le deuxième pilier, c'est, je pense, la singularité, l'originalité de notre offre. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à mettre en avant, à mettre en lumière qu'on fait des choses originales qui peuvent leur parler, mais aussi parler à leurs clients avec des produits de conviction qui sont capables d'expliquer ce qu'ils font de l'épargne de leurs clients. Nous, chez BDL, c'est vrai que on prend beaucoup de temps à expliquer que nos analystes parcourent l'Europe, vont sur le terrain, rencontrent les managers, et ça plaît quand même, c'est des histoires qui plaisent à leurs clients. Et puis la troisième chose, je pense qu'il faut à tout prix qu'on soit au service de nos partenaires. Il faut les animer, il faut leur expliquer, il faut aller leur faire des présentations pédagogiques. On parle souvent de la tarte à la crème de l'éducation financière qui est à faire. On a notre rôle à jouer. Et donc, moi, je pense que la gestion active peut aussi jouer ce rôle de proximité et d'éducation. Il y a toujours un sujet de réglementation quand on parle avec ou des CGP ou des sociétés de gestion. Bertrand, le sujet du moment au niveau européen, c'est un projet qui est validé, je crois, aujourd'hui par la Commission européenne, par le Conseil européen, qui s'appelle la Retail Investment Strategy. Oui. J'ai vu que vous aviez pris position, mais derrière la FG également, il y a la place de Paris s'organise pour essayer de, alors je sais pas, de contrecarrer certains aspects de ce projet. Quel était l'objectif de cette nouvelle couche réglementaire pour vos professions et pourquoi est-ce que les objectifs sont ratés selon vous, Bertrand? Alors souvent, quand il y a un texte de cette ampleur qui va toucher l'ensemble des services financiers, du producteur jusqu'au distributeur en passant par les assureurs, il y a souvent des gagnants et des perdants. Là, le sentiment général, c'est que tout le monde y perd. En fait, personne n'est content parce que le texte qui a été effectivement approuvé a été un espèce de globi-boulga, d'un consensus mou, arraché vraiment à la dernière minute, et personne n'est content. Donc ça, c'est quand même un événement. Et donc, de notre point de vue côté asset management, nous, on pense que c'est un peu un fiasco, parce qu'on aurait pu profiter de cette ambition de la Retail Investment Strategy pour simplifier les règles, fluidifier les parcours des clients, orienter les capitaux vers les actifs réels, les actifs économiques qui vont assurer notre financement, notre souveraineté, et rien de tout ça n'a été fait. Comment c'est possible, Bertrand? On parle que de ça, de simplification, les rapports sans pile, l'État, Draghi, etc. Mais il faut passer... Et la Commission européenne elle-même communique sur ces enjeux. Mais c'est ça la grande frustration, c'est que tous les rapports le disent, mais dans les faits, il ne se passe rien. Et donc, je pense qu'il faut qu'on ait cette mobilisation des acteurs économiques en France et en Europe. Il faut aller convaincre. Et je pense que jusqu'à présent, les acteurs économiques n'ont pas réussi à convaincre ni la Commission, ni les gouvernements. Peut-être un peu plus les parlementaires à Bruxelles. Je pense qu'il y a une voie à poursuivre par là. Et d'ailleurs, j'en profite pour saluer tous les travaux qui sont faits par les associations de CGP, en particulier ici par la CNCGP, avec Yves Mazin, son président. Nous, on travaille beaucoup avec Yves, avec les équipes, pour justement essayer de faire émerger des positions pour peser dans le débat. Et je pense que c'est aussi en s'associant qu'on sera plus fort, et on a besoin de cette association avec les CGP. Merci beaucoup, Bertrand. Merci d'être venu nous éclairer à l'occasion de ce Midsommar du patrimoine de la CNCGP. Merci d'être venu nous éclairer sur quelques enjeux autour de la gestion active portée par BDL Capital Management. Bertrand Merveille, le DG de BDL, qui était à nos côtés à l'occasion de ce Midsommar du patrimoine.